Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e saison des ateliers de la transformation et cet atelier numéro 2 où aujourd'hui nous allons nous poser la question qui est une question centrale dans tous nos cabinets. J'adorerais qu'elle ne soit pas centrale, mais elle l'est puisque c'est une source de problématiques. Quelles ressources humaines pour le cabinet de demain? Alors, bon, on ne m'a pas concerté pour le titre, mais j'aurais préféré qu'on parle du cabinet d'aujourd'hui. Mais je vais essayer d'orienter les débats parce que moi, c'est aujourd'hui que j'ai des problèmes, messieurs, dames, de recrutement dans mon cabinet. J'ai la chance d'être accompagnée par Audrey Brouillon, cofondatrice de la MAC Compta, Philippe Barré, consultant Biredi, expert comptable et parfois un peu comique à ses heures perdues. En tous les cas, papa de Agile la Grenouille. Et évidemment, Julien Catanès, qui a animé ces ateliers l'année dernière pendant toute la saison 2 et qui continue. Donc, je vais te laisser la parole, Julien, parce qu'en fait, là, c'est ton job. Et j'ai à peu près plus rien à faire, sauf qu'à poser des questions de temps en temps, peut-être un peu pour la gratter. Merci, Julien. Okay. Merci beaucoup, Virginie. Alors, effectivement, avant de rentrer tout de suite dans le cœur du sujet, on va peut-être prendre 30 secondes pour rappeler le concept des ateliers de la transformation. Saison 1 et 2, donc le principe, c'est des ateliers qui sont gratuits et ouverts à tous, en présentiel et en ligne sur YouTube, pour vous aider de façon très concrète à mener la transformation de votre cabinet. Donc, ça a pris la forme d'un webinaire par mois depuis septembre 2021 jusqu'en juin 2023 pour ces 2 premières saisons. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez tous les replays qui sont disponibles sur le site du Conseil régional de l'Ordre de Paris et un livre blanc qui résume ce qui a été dit pendant toutes ces saisons sur ce sujet de la transformation. Donc, il se peut que tout au long là, de l'atelier d'aujourd'hui, on fasse référence à des concepts ou des choses qu'on a déjà évoquées dans les ateliers précédents. Donc, n'hésitez pas à vous référer aux ateliers. Voilà pour le... Si je peux me permettre, Julien, en fait, l'élément déclencheur de ces ateliers de la transformation était l'arrivée de la facture électronique. On était assez content de surfer sur cette notion parce qu'on avait enfin une deadline. Mais le sujet, en fait, de la numérisation de nos cabinets et de la transformation de nos métiers est un sujet, bien évidemment, encore d'actualité, même si la facture électronique est repoussée. Oui. Et si je puis me permettre juste un mot, l'Ordre de Paris a été éminemment précurseur, puisque le congrès 2024, le congrès de Marseille, porte sur la transformation du cabinet. Donc, ça va être un atelier de la transformation géant, puissance 10. Très bien. Avant de démarrer, de commencer les débats, on a souhaité vous afficher quelques chiffres qui permettent de se rendre compte à quel point c'est un sujet réel, concret et qui a un coût, la question de la transformation et des ressources humaines, avec 3 stats rapides. C'est des stats globales. 88% des salariés sont insatisfaits de leur accueil en entreprise. 50% des départs sont liés au management de l'entreprise dans laquelle ils arrivent. Et une stat un peu plus précise au sein de la profession, le recrutement raté d'un collaborateur comptable coûterait environ 30 000 €. Donc ça, c'est des statistiques qui sont issues d'un simulateur qui a été établi par la MAC Compta. Donc ça donne une idée de l'importance de ce sujet. Et ça montre bien que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ce n'est pas simplement des concepts un petit peu abstraits, mais qu'il y a une réalité, y compris financière, derrière. On a choisi d'articuler cet atelier en 2 temps. Et la première partie, c'est de traiter de l'impact de la transformation numérique sur la gestion des ressources humaines. Parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais, Virginie, que ce soit avec la facture électronique, mais de façon plus générale, l'automatisation et la transformation numérique, un impact fort sur les RH. Et on va démarrer avec ce premier sujet, ce qui peut sembler un peu paradoxal. Philippe, je vais te laisser la parole, puisqu'on parle de ressources humaines et le premier sujet dont on parle, c'est de la transformation numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre les 2 sujets ? Alors effectivement, quand on parle de transformation numérique des cabinets, on pense facture électronique, on pense nouveaux outils, on pense plateforme, on pense PDP, enfin on pense à plein de trucs techniques. Et en fait, ça ne nous vient pas à l'esprit tout de suite que cette transformation, elle est bien au-delà de la technologie. En fait, cette transformation, j'aime à dire que ce n'est pas une transformation numérique, mais que c'est une transformation à cause du numérique. Autrement dit, c'est un peu comme un tsunami. Il y a un machin qui se passe tout au fond de la mer,
qui déclenche une onde de choc et qui, en fait, après, arrive sur les rives. Eh bien, c'est exactement pareil pour le numérique. Le numérique, c'est l'élément déclencheur, mais en fait, les conséquences sont très au-delà du numérique. On a des conséquences sur la stratégie. Pourquoi ? Parce que comme le numérique va banaliser les prestations traditionnelles, que beaucoup de prestations qui sont faites aujourd'hui par des collaborateurs donc de cabinet seront faits demain par un logiciel ou par la facture électronique, ça va de la saisie, de la collecte, jusqu'à la TVA à moyen terme, à moyen court terme, eh bien, toutes ces fonctions-là, elles ne seront plus exercées. Or, je rappelle que la tenue de comptabilité représente 44% du chiffre d'affaires des cabinets aujourd'hui. Donc, quand on attaque 44% du chiffre d'affaires des cabinets, on n'est pas dans le détail. On est dans quelque chose de lourd. La question, c'est comment on remplace, comment on retrouve des sources de revenus. Et donc, c'est évidemment pas en reprenant des nouveaux clients pour lesquels on va faire la même chose. Parce que d'une part, les clients, ils ont tous un expert comptable ou pas loin. Enfin, tous ceux qui en veulent un, ils en ont un. Et puis en plus, les clients qu'on pourrait récupérer, par définition, l'activité de tenue va elle-même se réduire, disons de 35 à 40% pour simplifier. Donc, quand on réduit de 35%, 44% de chiffre d'affaires, ça fait combien en moins ? Alors moi, je n'en sais rien, Philippe. Mais j'avais très envie de te dire qu'il n'y a aucun effet positif dans un tsunami. Donc, j'aime pas beaucoup cette image du tsunami, alors que la numérisation, je trouve, a beaucoup d'effets positifs sur nos cabinets. Alors, c'est exactement ça. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le numérique, ça n'est pas le plus difficile à gérer dans cette transformation. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on change. Mais ce qui va prendre le plus de temps et ce qui va être le plus, comment dirais-je, lourd à gérer, mais avec des effets positifs colossaux, hein. Je veux dire, c'est très clairement, c'est inespéré ce qui nous arrive. L'idée, c'est que ça va être les collaborateurs, les humains, mais aussi les clients. En fait, je dis souvent que plus le numérique, l'informatique, la techno prend de la place, et plus l'humain prend de l'importance, ce qui n'est pas la même chose. D'accord ? Et donc, il va falloir vraiment travailler la dimension humaine si on veut que cette transformation se passe bien. Alors, concrètement, si on essaie de détailler un petit peu ces impacts du numérique sur les ressources humaines, le premier aspect, c'est celui des compétences. Est-ce que tu peux me parler de ce Alors, clairement, c'est évidemment le sujet majeur qui lui-même va déclencher en chaîne des réactions. Qu'est-ce qui se passe ? On sait bien que, un comptable, il sait, tous les comptables de France et de Navarre savent qu'un achat, c'est 607, 44,56 à 512, sauf si c'est payé à crédit, auquel cas c'est 401. Bon. Ça, un comptable, ça fait partie de son fonds de commerce. C'est-à-dire qu'il pense que la technique ne pourra jamais être remplacée par autre chose parce que lui, il sait. Il connaît les numéros de compte par cœur, voire même, moi je connais les 3 premiers, mais honnêtement, quand on est collaborateur et quand on fait bien son travail, on en connaît au moins 6 d'un coup pour chaque numéro de compte. Et en fait, tout ça, c'est ce que le collaborateur comptable considère comme sa valeur ajoutée. Or, avec les technologies, toute cette connaissance va être intégrée dans les outils, que ce soit la facture électronique, que ce soit les outils, les logiciels de numérisation, les OCR et tout ça, ça va être intégré. En fait, il va y avoir une cannibalisation de la compétence technique par les outils. Et donc, ça va avoir des impacts très importants parce que, évidemment, les compétences vont être banalisées et donc les missions qui vont être faites par des logiciels seront elles-mêmes banalisées. Donc, évidemment, le prix va baisser. On ne peut pas imaginer que, on le voit bien d'ailleurs, il y a des robots comptables qui commencent à apparaître et qui proposent une prestation comptable à des tarifs incomparables. Alors évidemment, ça n'est que de la production comptable, de sortir des comptes, etc. Mais ça existe. Et donc évidemment, chez l'entreprise qui se crée, il va avoir tout de suite un regard là-dessus en se disant « mais pourquoi mon expert comptable, il me coûte 5 fois ou 10 fois plus cher que le robot comptable ?» Et donc, on va avoir un besoin d'évolution. Pourquoi ? Parce que les missions, la première marche des missions, l'entrée dans la chaîne de production va être de plus en plus assumée par des logiciels et donc de moins en moins par les humains. Et donc les humains, ils vont être obligés de déplacer leur zone d'intervention sur autre chose que la première marche, qui est la saisie pure. Et donc ça veut dire qu'on va avoir des postes qui vont disparaître de manière très claire. Les personnes qui font actuellement de la saisie comptable, évidemment, il n'y aura plus de saisie comptable. Alors, est-ce que c'est en 26, 27 ou 28 ? On le verra bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura plus de saisie comptable par des humains. Mais, par contre, ça veut dire qu'il y a d'autres besoins qui vont naître
puisqu'il n'y aura plus de saisie, il y aura de la récupération, il y aura de l'incorporation de données comptables par les API, par les logiciels, etc., par la facture électronique. Et donc, il y aura des travaux qui seront à mener, qui aujourd'hui n'existent pas, parce que cette fonction n'existe pas. Mais finalement, on va constater qu'il y a des gens qui vont perdre leur job actuel, ou en tout cas une partie des tâches qu'ils font actuellement, et qu'on va le remplacer par d'autres tâches qui n'existent pas et qui apparaîtront du fait de cette technologie. Oui, donc c'est même plus compliqué qu'un simple changement de métier. On parle de changement de tâche, ce qui va impliquer de rentrer dans un détail qui est autre que juste dire on arrête ce métier et on le remplace par un autre. C'est évidemment la grande difficulté. C'est-à-dire que c'est pas je prends un poste et je le remplace par un autre. C'est évidemment pas ça. C'est dans un poste, il y a une partie des tâches qui vont être très vite remplacées par des logiciels, d'autres qui seront un peu plus tard, d'autres encore plus tard, etc., etc. Donc en fait, on est dans ce qu'on appelle la phase de transition, c'est-à-dire que petit à petit, les postes vont évoluer, mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Le 31 décembre, on avait de la tenue, le 1er janvier, on n'a plus de tenue. Et donc ça veut dire que chaque poste, ou en tout cas, on estime que plus de 80% des effectifs des cabinets vont être concernés par la disparition de certaines tâches et l'apparition de nouvelles tâches. Mais bon, c'est souvent de l'emploi le futur, tu parles de demain, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. On n'attend pas la facture électronique dans nos cabinets pour se servir d'un OCR et capter la facture d'achat. Donc là, en fait, on est déjà en plein dans cette mutation et cette transformation. Aujourd'hui, on se pose dans nos cabinets. Le cabinet francilien, c'est un expert comptable qui gère à peu près 5 collaborateurs. C'est ça la cartographie d'un expert comptable en Île-de-France. Ce collaborateur, il a déjà un petit peu muté par la force des choses, parce que hier, il gérait 25 dossiers. Aujourd'hui, il en gère 40 ou 50 parce que on a automatisé la saisie grâce à un OCR. Donc, on est déjà dans ce phénomène-là. C'est vrai, sauf que la dernière étude des Moulins montrait qu'il y avait quand même encore 46% des temps passés sur une mission de tenue, liasse, hors social, hors paye, qui étaient des tâches de collecte et de saisie. Oui, mais la dernière étude des Moulins, elle a été faite en 2020, début 2020. Avec le Covid, on a accéléré. On a accéléré. Donc, je pense que c'est peut-être plus 46%, c'est peut-être un petit peu moins. Bien sûr. Et tant mieux. Mais ça ne nous empêche pas, de toute manière, d'avoir des problèmes de recrutement et de transformation de nos collaborateurs. Il y a effectivement ça. C'est-à-dire que malgré ça, on a encore besoin de collaborateurs. On verra qu'il y a une énorme pénurie et qui a priori, j'ai écouté l'ordre qui a dit qu'il y avait un problème d'attractivité. On verra ça avec Audrey tout à l'heure. Mais parallèlement, on a aussi un autre phénomène qui est que l'automatisation, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que tous les cabinets ne sont pas automatisés de la même manière. Et donc, j'imagine que si les confrères et les consoeurs qui nous écoutent aujourd'hui sont là, c'est parce qu'ils sont intéressés. Et donc, déjà, ils ont commencé à se transformer. Mais le problème, c'est aussi les confrères et les cabinets qui ne se sont pas transformés et des cabinets qui vont passer encore beaucoup de temps à des tâches de traditionnelles ingrates, de tenue, etc. C'était le thème de notre atelier numéro 1, c'est ça? En fait, l'automatisation et la maturité numérique de… C'est ça, c'était super. Exactement. Voilà. Le niveau de maturité des cabinets. Donc, tous ceux qui s'interrogent sur leur niveau de maturité, on vous envoie au replay de l'atelier 1 de la saison 3. Oui, et en effet, il y a un élément qui est très important, c'est l'humain, tu en as parlé. Moi, je remarque dans les cabinets, quand on fait un audit de la marque employeur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont peur de l'avenir, qui ont vraiment besoin d'être accompagnés, qui disent parfois dans les questionnaires, notre métier va disparaître, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vraiment ce facteur humain d'accompagnement et de formation qui va être crucial dans les mois et années à venir. Alors déjà, juste un mot, on peut les rassurer sur une chose, on aura besoin encore de comptables dans les 50, 10 ans, 20 ans, et on aura besoin pour faire de la compta, pour faire de l'accompagnement, pour faire plein de choses, parce que quand on disait tout à l'heure que c'était la destruction créatrice, on aura bien plus de nouveaux métiers que d'anciens métiers qui vont disparaître. Donc je dis toujours que le seul et unique handicap pour un collaborateur aujourd'hui par rapport au métier de demain, c'est la volonté de bouger. C'est-à-dire que ce n'est pas l'automatisation. Je vous rappelle la dernière phrase de l'étude des Moulins dont tu te rappelles. Oui, parfaitement. Parfaitement.
La dernière phrase de l'étude Desmoulins de 2020, c'est « Ce n'est pas l'automatisation qui détruira les emplois ou mettra en péril les cabinets, c'est l'immobilisme ». Autrement dit, c'est la non-réaction aux événements qui fait qu'on se condamne et pas du tout l'automatisation. Mais même dans la réaction, il y a différentes façons de le gérer. Là, tu parlais de prendre plus de dossiers. Une réponse, ça peut être juste de dire j'automatise et du coup, je donne plus de dossiers à mes collaborateurs. Une autre réponse, ça peut être de leur faire de nouvelles choses, ou les deux en même temps. Hein. Enfin, mais c'est aussi une vision stratégique à avoir au sein du cabinet. C'est exactement ça. À ce propos, le dernier congrès, le congrès de Montpellier de septembre dernier, dans ce cadre-là, l'Ordre des experts comptables avait fait une étude auprès d'Opinionway. Et une des questions, c'était « C'est quoi votre stratégie et votre vision de l'avenir dans les prochaines années ?» Je me rappelle très bien des chiffres. Il y a 73% des cabinets qui ont dit « Je vais automatiser pour gagner du temps et pouvoir développer des nouvelles missions, des nouvelles prestations pour mes clients. » Il y a 18% qui ont dit « Je vais automatiser à mort pour pouvoir continuer exclusivement sur le même périmètre de mission. Je continue la compta comme maintenant, le fiscal, le social, etc., comme maintenant, mais par contre, je vais multiplier le nombre de clients en rachetant des cabinets ou en faisant du commercial ou autre. Et puis, il y a 9% qui ont dit « ça ne changera rien pour moi ». D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a 9% de cabinets qui sont bientôt à vendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, quand je t'entends dire ça, je pense au jeu de la fresque, de la facture électronique qu'on a fait ici à Paris, ensemble et avec d'autres. Et en fait, nous avons proposé un jeu de cartes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, où on part des causes pour arriver aux conséquences du dérèglement climatique. Et là, on partait des causes de la facture électronique pour arriver aux conséquences sur les cabinets. C'est un outil vraiment extraordinaire. Je l'ai fait dans mon cabinet et c'était top. C'est un outil extraordinaire pour jouer avec ses collaborateurs. Et ça permet justement de mettre un pied dans le changement, dans la compétence. Ça permet de communiquer sur la stratégie du cabinet et ou peut-être co-construire la stratégie ensemble pendant ce jeu-là qui peut durer 2-3 heures. On n'a rien à vendre à l'Ordre des experts comptables, c'est gratuit. Hein. Vous nous demandez, on vous l'envoie, on vous le poste. On peut vous expliquer comment y jouer. Il y avait des stands à la grande journée d'innovation la semaine dernière et aux universités d'été en septembre de l'année prochaine. Si vous le souhaitez, venez avec vos collabs et on jouera ensemble. Merci beaucoup. J'ai une question là qui est posée et qui fait le lien peut-être avec la slide d'après, qui est de dire, est-ce que, vu ce qu'on dit sur la transformation des compétences, est-ce que ça vaut toujours le coup pour un lycéen d'aller vers un DCG? Alors là, est-ce qu'on ne peut pas avoir un numéro spécial d'une journée entière sur le sujet? Sûr, mais ça fait ce que cette slide, elle donne une trajectoire un petit peu de ce qui va se passer et ça peut apporter quelques éléments de réponse à la personne qui s'interroge sur l'avenir de. Alors voilà, je vais intégrer la question dans la suite des impacts. En fait, on a vu qu'il y avait le plus gros changement. Il n'était pas quantitatif, c'est-à-dire suppression de postes, il était qualitatif, c'est-à-dire modification des emplois actuels, modification des postes actuels. Et ça va être majeur. Et ce n'est pas vrai que chez nous. Toutes les études montrent que, en fait, finalement, l'impact du numérique, de la transformation numérique, etc., elle sera surtout qualitative, c'est-à-dire qu'il faut que les gens évoluent, s'adaptent à leurs nouvelles fonctions et à la modification de leur job due aux technos, mais ça ne supprimera pas leur job. Alors, quelles sont les autres conséquences? Et je vais revenir évidemment sur la question qui nous est posée en ligne là. La première chose, c'est l'élévation du niveau des emplois. Alors ça, c'est pas nouveau. Moi, quand j'ai commencé dans la profession, ok, c'était pas hier soir, il y avait un CAP compta. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de bac compta. Donc, on a supprimé successivement en quelques années le CAP compta, le BEP compta, le BP compta, le bac compta. Et à chaque fois, on est monté d'une marche. Alors, ça va continuer parce qu'effectivement, les collaborateurs qui font de la saisie, de la collecte aujourd'hui, et même bientôt jusqu'à la déclaration de TVA, finalement, ces activités de saisie et de collecte vont se raréfier, vont se réduire significativement. Et donc, il va falloir leur donner autre chose. Mais le autre chose, ce ne sera par définition pas des tâches basiques de production pure, ce sera des tâches qui auront une dimension service et une dimension utilité supplémentaire. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est plus technique, que c'est plus compliqué, qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils n'ont pas le niveau. Bien au contraire. Ça veut dire qu'il faudra travailler différemment avec un autre angle. Il faudra changer de lunettes pour voir le client différemment.
Ça ne veut pas dire que ce sera plus difficile, ça veut dire que tout le monde a sa place dans les métiers de demain, chacun trouvera la sienne. Les postes seront, deuxième sujet, moins, comment dirais-je, normalisés et standardisés. C'est-à-dire qu'en fait, d'un cabinet à l'autre, eh bien, les collaborateurs ne feront plus exactement la même chose. Dans un cabinet aujourd'hui, vous quittez un cabinet le vendredi soir, vous commencez le lundi matin, pour peu que vous ayez le même logiciel dans le cabinet d'avant et le cabinet d'après, la formation et l'adaptation au poste, c'est un quart d'heure. Demain, si la personne, elle fait en plus de la relance client, de la facturation pour ses dossiers, de l'accompagnement de divers et variés, de l'office manager ou que sais-je, évidemment, il faudra apprendre un nouveau métier, mais aussi le collaborateur aura des compétences complémentaires qu'il n'utilise pas aujourd'hui. Ensuite, on aura l'hybridation des postes. C'est ce que je viens de dire. Tous les postes seront moins standardisés d'un cabinet à l'autre. C'est évident. Et donc, les collaborateurs choisiront, en lien avec le cabinet, les spécialités qu'ils voudront développer. Certains développeront parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont du talent parce que la relance des clients de nos clients. Mais ça s'apprend. Quelqu'un qui a un DCG a toutes les compétences pour le faire, sauf qu'on ne lui a jamais demandé. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire. Ça veut dire qu'on ne lui a pas demandé. Et demain, on en aura besoin. Certains diront, moi, j'ai horreur d'appeler les gens au téléphone, je ne sais pas faire, je ne veux pas. Ben, ce n'est pas un problème, on fera autre chose. D'autres diront, ah moi j'adore tchatcher, etc. Eh ben, ils feront ce genre de métier. Mais l'avantage, c'est que comme on n'a pas 3 missions possibles, le social, le fiscal, la tenue, la compta, etc., mais qu'on en a plein, eh bien, chaque cabinet, en collaboration et en concertation avec ses collaborateurs, pourra choisir les missions qu'il fera demain et donc les postes qu'occuperont les collaborateurs demain. Je pense que c'est important ce que tu dis sur l'implication des collaborateurs. En fait, la transformation, elle ne peut pas se faire seulement par la direction. Il faut vraiment que toute l'équipe soit emmenée dans cette transformation. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est très important d'impliquer les collaborateurs et ils ont plein de bonnes idées en plus. Comme dit le proverbe africain, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si la direction du cabinet décide toute seule de ce qui va se passer demain, ça se passera, mais sans les collaborateurs, parce qu'ils seront partis entre-temps. D'accord ? Donc, Audrey nous expliquera comment les garder. Elle va nous proposer de les attacher, je crois, un truc de genre. Voilà. C'est un truc. Moi, j'ai pas encore essayé, mais ça a marché, ça, je pense. Donc là, on part du postulat que l'expert comptable a une stratégie, ce qui n'est pas. Qu'il a les idées claires. Voilà, les idées claires. Ouais. Il sait où il a envie d'aller dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être pas dans 10 ans, parce que je pense que personne ne sait aujourd'hui où il sera dans 10 ans. On a un monde tellement instable que ce n'est pas la peine de se mettre des objectifs à 10 ans, voire à 5 ans, c'est peut-être déjà un petit peu compliqué, mais ça impose à l'expert comptable d'avoir cette vision-là, ce qui n'était pas nécessaire avant. On a travaillé 20 ans, 30 ans, et moi j'ai repris le cabinet de mon père, où en fait, on ne se posait pas la question sur le métier de demain. On était monoproduit, comme tu l'as dit, et aussi donc du coup monocollaborateur, et on continuait comme ça, et ça marchait très très bien. Et ce modèle d'hier n'est plus le modèle d'aujourd'hui, puisque maintenant, comme on a entre 44% ou 70% de notre chiffre d'affaires qui va se transformer, et je n'ai pas envie de dire qui va partir, parce que si on fait tous ces ateliers de la transformation depuis 3 ans à peu près, c'est bien pour sensibiliser tout le monde et que ça ait un impact sur les cabinets. Eh bien, ce chiffre d'affaires qui va se transformer, eh bien, nécessite aujourd'hui à l'expert comptable de savoir où il veut aller. Et donc, avant le gap direction collaborateur, il y a une étape nécessaire qui est que l'expert comptable choisisse à un moment donné maintenant, alors qu'hier, ce choix ne s'imposait pas. Et là-dessus, sur les 2 premières saisons, il y a des ateliers très pratiques qui permettent de savoir où on est, où on va, comment on passe de l'un à l'autre. Les 3 premiers ateliers de la saison 1 sont des ateliers d'outils et d'aide pour aider l'expert comptable à trouver sa stratégie. Sans compter que Supexpertise propose des parcours pour dirigeants de cabinet, pour les aider à définir une stratégie, les aider à avoir les grandes idées sur revoir les process de production, gérer et manager leurs équipes, mais aussi développer des nouvelles missions, définir une offre, marketer une offre, etc. Donc, c'est la Performance Academy, la Newbies Academy, qui sont des parcours dédiés, consacrés à la transformation du cabinet et dédiés exclusivement aux dirigeants de cabinet qui veulent devenir des vrais chefs d'entreprise avec une vraie stratégie, avec un vrai management, avec une vraie gestion de production. Pour recentrer le débat,
Donc, on va nous répondre. Et bon, j'ai pas de questions à l'écran, mais on pourrait nous répondre. Étant donné qu'on a des démissions tous les 4 matins, est-ce qu'on a le temps d'aller en formation? Nous, les experts comptables, noyés dans notre cabinet. Alors, je répondrai volontiers que ce n'est pas un coût en termes de temps, c'est un investissement. C'est-à-dire que si jamais on ne prend jamais le temps de poser le stylo et d'aller se former, on continuera avec les mauvaises pratiques. Et donc, les 40% ou les 30% ou les 15 ou 20% de turnover, ils continueront encore pendant 5 ans. Et quand Audrey va nous rappeler combien ça coûte un recrutement mal géré, un départ, du turnover, etc., et elle ne parlera, la bougresse, que de coûts comptables. Mais elle ne parle pas des coûts cachés, de l'insatisfaction des clients, des clients qu'on n'aura pas, des collaborateurs qui suivront derrière, parce que comme il y a un collaborateur qui s'en va, 9 fois sur 10, c'est les autres qui récupèrent son taf. Et du coup, après, il y en a un deuxième qui s'en va. Et alors là, ça devient... Voilà. Et donc, l'idée, c'est que se former, c'est vraiment essentiel, parce que quand tout va bien et qu'entre guillemets, la seule nouveauté de l'année, c'est la loi de finances, on peut aller qu'à la loi de finances. Par contre, quand le monde est instable, on dit maintenant dans les bouquins chics, on dit que le monde est VUCA, c'est-à-dire qu'il est instable, etc., etc. On fera un atelier spécial sur le monde. Mais oui, ça veut dire quoi, VUCA? On aura un atelier rien que là-dessus. Eh bien, quand le monde est instable, imprévisible, incertain, etc., ben, il faut apprendre à vivre dans l'incertitude. Et donc, ça veut dire qu'on reconnaît un dirigeant non pas à sa capacité à maintenir, je dirais, ses règles, mais à s'adapter au contexte et à maintenir le cap et à changer les règles pour y arriver. Très bien. Je te laisse. Un dernier mot. Oui, voilà, sur la fin du transparent, effectivement, on en revient 2 minutes quand même à la question qui nous était posée et à la problématique des RH. Un des sujets majeurs qu'on va avoir aussi, c'est la diversification des profils. C'est-à-dire qu'on n'aura plus dans les cabinets que des DCG, des SCG. On aura des profils différents, d'abord pour des fonctions internes, pour le marketing du cabinet par exemple, pour le développement du cabinet, pour des missions qui ne sont pas comptables, quelqu'un qui fera de la collecte. Moi par exemple, dans certains cabinets, j'ai fait embaucher des gens qui n'ont aucune formation comptable. Et le critère de recrutement, c'était surtout de n'avoir aucune heure de comptabilité derrière lui, parce que pour les postes qui leur étaient confiés, l'approche comptable était polluante. C'est-à-dire qu'en fait, parce que le comptable a une volonté de faire de la surqualité en permanence, et donc en fait, il se sentait toujours obligé de vérifier des choses qui n'avaient pas lieu d'être vérifiées, puisque la machine fait très bien le job, et même probablement mieux que le collaborateur. Donc l'idée, c'est qu'on aura une diversification des profils, on aura une diversification des postes, et pour répondre à la question, faut-il encore faire un DCG aujourd'hui? Évidemment oui. Faut-il faire un DSCG aujourd'hui? Évidemment oui. Mais en fait, ça ne va rien vous enlever. Si, ça va vous enlever les travaux ingrats, pas très drôles, etc., etc. Mais par contre, quand vous faites un DSCG ou un DCG aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'utiliser bien plus de compétences que vous avez acquises dans le cadre de vos études, dans votre vie professionnelle. Je prends un exemple. Demain, on va faire du tableau de bord, on va faire de l'analyse de gestion, on va faire de l'accompagnement, on va faire de la gestion de trésorerie. Toutes ces choses-là, ça fait partie du programme du DCG depuis 20 ans. Par contre, on ne l'a jamais utilisé en cabinet. Ce n'est pas pour ça que les collaborateurs ne savent pas le faire. C'est juste qu'on ne leur a jamais demandé d'utiliser cette compétence. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, non seulement ils utiliseront leurs compétences comptables pour le métier traditionnel, mais sans avoir à passer des heures et des centaines d'heures à faire des travaux ingrats qui ne nécessitent finalement pas de grandes compétences. Par contre, le temps qu'ils vont gagner à ne plus faire des tâches inutiles, ils vont l'utiliser à faire des tâches bien plus intéressantes et notamment en utilisant toutes les connaissances qu'ils ont acquises en périphérie de la comptabilité dans le cadre de leur DCG ou de leur DSCG. Si maintenant on met des noms de métiers ou des types de métiers sur ce que tu viens de dire, parce que là on a décrit des changements de compétences, mais de façon concrète, voilà, quelle typologie on peut donner? Alors en fait, on va avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître, comme je le disais, je le laissais entendre. C'est-à-dire que ces nouveaux métiers, ce sont des métiers qui n'existaient pas pour la simple et bonne raison que la problématique ne se posait pas. On a des métiers qui vont apparaître parce que si on veut non pas compenser le chiffre d'affaires, mais remplacer le chiffre d'affaires de comptabilité par du chiffre d'affaires, d'accompagnement, etc., il va falloir que certaines personnes du cabinet, que des collaborateurs du cabinet fassent ces missions. Parce qu'évidemment, ce n'est pas les experts comptables qui vont faire les missions d'accompagnement. Parce que sinon, si vous êtes dans un cabinet avec 6 collaborateurs, si on estime que chaque collaborateur gagne 25% de son temps parce qu'il fait plus de tenue, de saisie, etc., ça veut dire qu'il y a une personne et demie en équivalent temps plein
qui est disponible pour faire des nouvelles missions. Et ça veut dire que si cet équivalent temps plein récupéré, c'est du temps que l'expert comptable doit passer en accompagnement, il va mourir sur le boulot. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que chacun fasse des nouvelles missions. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir inventer les missions d'accompagnement et de conseil. On va voir lesquelles. Ensuite, il y a tous les métiers liés aux nouvelles technologies. On a dit qu'on ne faisait plus à la main, mais par contre, on a dit qu'on allait récupérer plein de data de tous les côtés et les faire travailler, ces data, les faire parler. Donc ça veut dire que ça nécessite des compétences. Qui sait faire un tableau de bord avec de la BI ou même un tableau de bord avec Excel? Supexpertise a lancé le programme Profession Comptable 2030, dans lequel vous avez des parcours pour tous les niveaux de collaborateurs, et notamment comment utiliser les données qu'on a dans un cabinet grâce à Excel, comment utiliser la BI, comment utiliser ChatGPT. Et en plus, c'est financé par le FNE, c'est subventionné par la Caisse des dépôts, et le tout dans des délais incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, c'est prévu pour les collaborateurs. Et donc, ça veut dire que tous ces métiers nouveaux, eh bien, les collaborateurs peuvent y accéder, quelle que soit la taille du cabinet. Qu'on ne me dise pas, moi, je suis un petit cabinet, j'y arriverai pas. C'est gratuit. In fine, c'est quasiment gratuit. En tout cas, quand vous êtes francilien, vu les tarifs de Supexpertise, c'est gratuit. Donc, si vous n'envoyez pas vos collaborateurs en formation dans Profession Comptable 2030, ou si vos collaborateurs n'ont pas envie d'y aller, je reviens à mon DCG de tout à l'heure, il ne faut pas qu'ils se contentent de son DCG. Ça, c'est une certitude. Parce que s'ils cherchent juste à avoir la moyenne au DCG avec 10 en compta, etc., eh bien, il ne s'en sortira pas demain, parce que la compta ne fera plus qu'une des dimensions de son métier de demain. Et donc, il va falloir qu'il apprenne aussi à mettre en pratique vraiment ces nouveaux métiers, le contrôle de gestion, la gestion financière. La dernière catégorie des métiers, c'est les métiers internes au cabinet. Comme disait Virginie tout à l'heure, les cabinets, on ne les a pas vraiment gérés sur les 20 dernières années. Mais demain, ça va devenir des vraies entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y aura un peu de turbulence. Et on voit la qualité du pilote quand il y a des turbulences. Quand tout va bien, quand il fait beau, pas besoin d'être très bon pilote, on met pilote automatique et ça roule tout seul. Quand ça commence à tanguer, là, ça vaut le coup d'avoir un bon pilote. On ne regrette pas qu'il ne soit pas en télétravail le jour où on est dans le vol, tu vois. Bon. Eh bien, ce jour-là, c'est ce qui va se passer dans les cabinets. Les cabinets vont devoir être vraiment gérés. Et pour gérer les cabinets, ça nécessite des compétences, ça nécessite du temps, ça nécessite que les collaborateurs s'y mettent. Donc, on va avoir des nouveaux métiers dans les cabinets, qui sont les voilà. Alors, juste avant que tu les détailles, peut-être tu l'as dit rapidement, mais pourquoi métier est entre guillemets là? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette précision entre métier et tâche? Le concept, c'est ça. Le concept de métier, c'est un bloc de travaux qui sont faits par un collaborateur. Aujourd'hui, on sait tous, si je demande dans la salle, et si les gens qui sont en ligne répondaient, on sait tous ce que c'est qu'un collaborateur junior, ce que c'est qu'un collaborateur confirmé, ce que c'est qu'un chef de mission, ce que c'est qu'un directeur de mission, ce que c'est qu'un associé. On a à peu près en tête les fiches de poste de chacun. Et honnêtement, entre le cabinet de Virginie, le mien, ceux des confrères et consoeurs qui sont dans la salle, à 3 phrases près, on a les mêmes fiches de fonction. Ça va bientôt être pas loin d'être fini. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, on va greffer des compétences nouvelles et des activités nouvelles. Le collaborateur qui faisait que de la tenue, il va arrêter de faire de la partie tenue, il va faire autre chose à la place, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'activité, mais il aura des nouvelles activités. Et donc, quand il changera de cabinet, parce qu'un jour il en a marre, parce qu'un jour il a envie de changer, parce qu'il déménage, parce que je ne sais quoi, eh bien, il aura des compétences que peut-être le collaborateur d'avant n'avait pas et que peut-être il va apporter à son cabinet. Et quand le cabinet recrutera, eh bien, il va chercher des compétences qui seront un peu moins standardisées par rapport au cabinet d'avant. Donc, ça veut dire qu'en fait, les métiers, il n'y aura plus des métiers hyper standardisés, hyper clonés. C'est-à-dire que quand Maurice ou Ginette, après 35 ans de maison, partiront à la retraite, on ne les remplacera pas par un Maurice de 25 ans ou une Ginette de 25 ans qui feront exactement le même métier. On aura des profils un peu différents et qui n'auront pas le même métier que celui qu'on a eu pendant 25 ans. Ça veut aussi dire que si je reprends le cabinet de 5 ou 6 collaborateurs, on n'est pas forcément en train de dire un assistant comptable va devenir quelque chose de cette liste. Peut-être que ce sera une partie de son travail où il sera data controller sur 25%, peut-être qu'il sera… Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans un cabinet de 6, s'il y a 6 collaborateurs, aujourd'hui, il y a 6 collaborateurs qui ont le même métier. Demain, il y aura 6 collaborateurs qui auront 6 métiers différents. Et en fait, c'est le principe du Tetris ou du Lego. On emboîtera des briques de compétences, on emboîtera des missions. Il y en a un qui fera, par exemple, 50% de son temps, la facturation des clients. Parce que les clients n'ont pas envie de la faire, ou avec la facture électronique, ils n'ont pas envie de s'y mettre. Il y en a un autre qui fera un tiers de son temps, la relance des clients de nos clients. Il y en a un qui fera
le paiement des fournisseurs de nos clients. Il y en a un qui fera du full service administratif. Il y en a un qui fera du pilotage, des tableaux de bord, de la gestion de trésor. Et en fait, on s'aperçoit que pour 6 personnes qui aujourd'hui sont rigoureusement identiques, demain, on aura probablement 3, 4, 5 profils de postes qui seront différents. Alors, pardon. Petite question pour la gratter. Beaucoup de cabinets en sont déjà à ce stade. Ils ont commencé leur transformation il y a 10 ans et parfois je les croise et je leur demande comment ils ont fait. Et ils ont tous fait à peu près la même chose. Ils ont laissé les collaborateurs comptables à la compta et ils recrutent des nouveaux profils, ambiance école de commerce, qu'ils mettent au conseil client et qu'ils appellent chargé de clientèle. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que de nombreux cabinets ont fait ça. Un certain nombre de cabinets l'ont fait, mais ils ne sont pas très nombreux. Deuxièmement, quelle est la taille des cabinets dont tu me parles? Donc, ils sont évidemment un peu plus gros. Voilà, moi je parlais des cabinets de moins de 6, de moins de 10. Oui. Bon. Les cabinets de moins de 10, ils ne vont pas embaucher une école de commerce. D'accord? Et en plus, il faut voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'attractivité de la profession, on est en pénurie. Donc, on ne va pas cramer un comptable pour lui faire autre chose, sachant qu'on n'a déjà pas assez de comptables. Demain, le contexte va changer. On va faire gagner du temps sur la comptabilité, donc on va avoir des ressources disponibles, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est plus facile de recruter des non-comptables que des comptables parce qu'on n'a pas assez de comptables pour faire les métiers comptables. Demain, on va gagner du temps sur le process et sur la production comptable, donc on va libérer des heures de comptabilité et il faudra trouver une occupation pour les comptables. Si on ne leur donne pas une occupation valorisante, intéressante, enrichissante, ils iront voir ailleurs parce qu'ailleurs, on leur proposera des métiers comptables traditionnels qui ne sont pas forcément funky, mais qui sont rassurants. Tu parles justement de valorisation. Moi, je remarque dans les offres d'emploi, par exemple, de collaborateurs comptables, où on demande 5 ans d'expérience, le DSCG. La première ligne sur l'offre d'emploi, c'est saisie. Pour un DSCG ? Souvent, oui, parce que c'est la première chose dans le process. Donc, même si on peut être amené à faire un peu de saisie quand on est collaborateur comptable, je vous invite aussi à bien revoir vos offres d'emploi pour qu'elles soient attractives et qu'elles donnent envie de faire de nouvelles missions. On veut donner de nouvelles missions, mais si on marque en premier saisie, on a l'impression que c'est la mission la plus importante du poste. Et ça, on le voit vraiment beaucoup. Alors voilà, juste quelques exemples de nouveaux métiers, mais on pourrait en mettre bien d'autres. Évidemment, ces missions-là, ces métiers-là, on les trouvera objectivement dans 90% des cabinets demain. Plus la taille du cabinet augmentera, plus on aura des postes encore différents, évidemment. Dans un cabinet de 20, 30, 40, 50, on aura des postes, beaucoup plus de postes nouveaux que la petite liste des 4 ou 5 que j'ai indiqués là. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, comme le disait Julien, si j'ai mis métier dans le titre, entre guillemets, c'est précisément parce qu'on sera, dans ce que je disais tout à l'heure, dans l'hybridation des postes. Par exemple, il y a un collaborateur qui fera DAF externalisé une demi-journée par mois chez 3, 4, 5 clients. Il y a aussi un collaborateur qui n'a pas le niveau, qui n'a pas l'envie ou qui n'a pas la compétence pour aller en rendez-vous client pour faire du DAF externalisé, mais qui, par exemple, pourra préparer les chiffres pour que le collaborateur un peu plus sûr de lui, un peu plus diplômé ou un peu plus aguerri, puisse lui faire le rendez-vous, mais on lui libérera du temps, il n'aura pas à préparer les données. Et un collaborateur qui a fait la tenue, qui a fait l'arrêté des comptes mensuels, évidemment, sera capable de préparer les chiffres pour son collègue qui, lui, ira chez le client. Et on s'aperçoit que parmi les choses qu'on va voir évoluer, c'est que, on y reviendra tout à l'heure, c'est que, comme tu le disais, c'était lié un peu à ce que tu disais par rapport au DSCG, il va falloir arrêter que tous les collaborateurs fassent le même métier, c'est-à-dire qu'on prenne des DSCG pour servir un client de A à Z. C'est une aberration absolue. Dans une usine, dans une entreprise, dans un restaurant, je compare souvent le cabinet à un restaurant, on n'imagine pas que celui qui épluche les légumes, qui fait les achats, qui lave la vaisselle, est aussi celui qui fait le service en salle, qui fait les sauces, qui fait le dessert et qui est le chef du restaurant. Par définition, non. On a des besoins différents, des compétences différentes, des métiers différents. Et ben dans les cabinets, il va falloir arrêter d'imaginer que le client, je cite 99% des experts comptables, le client souhaite avoir un seul collaborateur.
Bon, bah ça, on lui a rarement demandé son avis, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir travailler différemment sur les postes, on y reviendra, mais ça fait partie de cette mutation, à savoir, un collaborateur n'aura pas un métier unique où il fera du lundi matin au vendredi soir tout le temps la même chose, il va diversifier ses fonctions. Audrey, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ce que tu constates sur le terrain en termes d'offres d'emploi par Oui. rapport à ce métier ? Alors, en termes d'offres d'emploi, en effet, sur les derniers mois, dernières années, on a vu apparaître tous ces métiers qui sont listés. Notamment, je vois data controller. Les offres d'emploi avec le mot data, il y en a eu des centaines là depuis cette année. Donc, les cabinets se sont mis sur ces nouveaux métiers. Il y a aussi, par exemple, le CSM, celui qui va faire le suivi client. On le voit apparaître dans certains cabinets. Et c'est intéressant d'avoir aussi quelqu'un qui est vraiment sur ce suivi. Ça veut dire quoi, CSM? Customer Success Manager. Donc, c'est vraiment c'est pris sur les startups, mais en gros, c'est vraiment le suivi des clients. Justement, le client n'a pas forcément besoin d'avoir un seul interlocuteur. En tout cas, moi, je ne pense pas. Par contre, il a besoin d'avoir le bon interlocuteur pour chaque besoin et d'être servi tout au long de l'année. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de passer à la slide d'après sur la partie redéfinir les postes. Je suis obligé d'accélérer un petit peu parce C'est qu'on ce va qu'on vient avoir de la dire. Donc deuxième là, partie. on a déjà dit tout ça. En fait, l'idée, c'est qu'il va falloir inventer les postes de demain et il va falloir que chaque cabinet s'y mette un peu. Et comme le disait Audrey, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le patron du cabinet qui décide seul quels seront les postes de chacun demain. Sinon, évidemment, il a un risque fort d'hémorragie parce que le collaborateur qui n'a pas envie de faire de pilotage parce qu'il a peur d'aller chez le client, ou alors qui a bien envie de faire du pilotage, mais pas en frontal client, pas d'entretien, parce qu'il n'ose pas, parce qu'il n'est pas sûr de lui, parce que tout ce qu'on veut, eh bien, il est peut-être d'accord pour préparer les comptes, pour préparer le reporting, pour faire de la gestion de trésorerie, mais en back-office, ou faire de la facturation, mais pas forcément de la relance des clients. Donc voilà, il va falloir travailler avec chaque collaborateur, et travailler avec chaque collaborateur, ça veut dire accompagner chaque collaborateur. Je profite juste de quelque chose qui en ce moment est vraiment très important. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables a lancé une opération qui s'appelle Profession comptable 2030. Dedans, vous avez un outil qui s'appelle CAP 2030, qui est un outil de gestion des compétences et de gestion des métiers, y compris dans les micro-cabinets. Vous avez 2 collaborateurs. Vous pouvez aller sur CAP 2030. Ça permet de faire le bilan de compétences du collaborateur, ça permet de faire de la cartographie des compétences du cabinet, de créer des fiches de fonction, ça permet aussi d'identifier les forces et les faiblesses du collaborateur, sur quoi il doit se former, quels sont les thèmes dans lesquels il pourrait évoluer, les missions qu'il pourrait faire demain. Le tout est gratuit et anonyme, donc il faut y aller. Il y a un commentaire de Claire qui illustre un peu ce que tu dis ce que vous disiez tous les deux sur l'importance d'accompagner les collaborateurs et qui dit « Le souci est de faire comprendre aux comptables que libérer des heures ne veut pas dire surpointage ». Donc ça montre aussi que si on ne l'accompagne pas pour lui expliquer où on veut aller, il peut naturellement se mettre à utiliser le temps gagné pour faire de la surqualité sur un dossier. Moi, j'accompagne pas mal de cabinets. Il y a 2 catégories de cabinets en matière comment dirais-je, de gain de productivité et de remplacement. Les cabinets qui anticipent, c'est-à-dire qu'avant même de mettre en place les nouvelles méthodes de production, les nouveaux outils, la nouvelle organisation, ils disent à l'avance pourquoi on le fait et où on va aller. Autrement dit, vous allez gagner 30%. Aujourd'hui, tu fais 30% de ton temps de saisie. Les 30%, voilà comment on va les utiliser et voilà pourquoi il faut qu'on automatise pour gagner les 30% et les consacrer à quelque chose de plus utile dans le cabinet. Eh bien, je peux vous garantir que le cabinet va gagner 30% de gain de productivité. Et puis après, vous avez l'autre cabinet qui dit il faut gagner du temps. Le pire que j'ai vécu, histoire vraie, c'est un expert comptable qui prend un logiciel et dans la publicité du logiciel, il y a marqué vous allez gagner 25% des temps de production grâce à notre outil de production. Il rentre dans le bureau, 4 collaborateurs, il dit c'est génial, on a pris le logiciel machin, avec ça, on va supprimer 25% des temps de production. Les 4, ils se sont regardés en disant c'est lequel. Voilà. Donc ça, c'est le pire du pire. Et eux, ils gagneront pas 1 heure, voire même ce sera pire. Il y a des cabinets dans lesquels je vais, ils me disent mais pas du tout, toutes les nouvelles technologies, c'est du baratin. On ne gagne pas de temps en ayant des nouveaux outils, des nouveaux machins. Moi, je suis agnostique, je n'ai pas de religion en matière d'outils, vous prenez celui que vous voulez. La seule chose que je sais, c'est que si vous ne l'accompagnez pas, ce changement d'outil, vous n'aurez aucun gain de productivité. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs, mais ce n'est pas pour gâcher du temps, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps, ils ont peur qu'on leur reproche de ne pas travailler. Et donc, ils vont faire de la surqualité qui ne sert absolument à rien, mais qui vont cramer leur temps à ne rien faire. Autre remarque, donc c'est Christine. Merci Claire. Merci Claire, effectivement. De Christine, là, qui dit « Moi, j'ai commencé à une époque où on faisait tout sur un dossier et bon, je
schématise un petit peu le propos, mais c'est de dire c'était pas mal d'avoir la vision 360 du dossier. On faisait du juridique, du social, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait à l'hyperspécialisation des collaborateurs dans des domaines très très segmentés? Juste un mot, expérience personnelle. J'ai commencé, Lefebvre, il était en police 12 et il faisait 300 pages. D'accord? On rigole pas dans la salle parce que c'est pas si vieux que ça. Mais maintenant, c'est en police 4 et il y a 1500 pages. Donc, si on s'imagine qu'un collaborateur aujourd'hui est capable de connaître la réglementation comptable, fiscale, sociale, juridique, ben, je dis respect. À la limite, ça m'intéresse d'avoir le nom du cabinet pour que j'aille les débaucher parce que, honnêtement, je ne connais pas de collaborateurs et d'experts comptables capables d'avoir une telle compétence aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la spécialisation, n'importe comment, même dans un petit cabinet, elle est peu ou prou nécessaire. Et aujourd'hui, faire les payes quand on a 20 ou 30 payes par mois, juste pour, je cite, garder la main, c'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'il y a une grande mode depuis quelques années, c'est que beaucoup d'experts comptables sous-traitent la paye à d'autres experts comptables. Donc on comprend que la tendance s'inverse, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était une notion même pas envisagée, et on était très content de laisser une dizaine de payes aux collaborateurs comptables, comme ça ils ne perdent pas la main. Aujourd'hui, on comprend. Alors, on répond aux questions à distance, mais si dans la salle, vous avez des questions, bien évidemment, vous avez le droit aussi d'en poser. D'ailleurs, j'en profite, il y a eu 2 questions là, sur des dossiers OPCO, FNE. Ce que je propose, c'est juste de noter là, les questions. On les traitera. Voilà. On note vos noms et on répondra après la webconf. En fait, c'est assez compliqué, mais moi aussi, je l'ai fait pour mon cabinet. Hein. J'ai inscrit 2 collabs en profession 2030. Je crois qu'on est un peu en queue de budget là quand même. Alors, du coup, 2 mots, c'est pas forcément qu'on est en queue de budget, mais que comme toute la profession s'est réveillée un peu tardivement, ils ont des piles de dossiers à gérer qui sont juste colossales. Et donc, le problème, c'est que ça n'est pas un refus de financer, c'est juste un embouteillage chez Atlas qui sont submergés par les demandes parce que, comme vous le savez, tout doit être fini pour le 31/12. Et donc, évidemment, ils sont submergés de manière extrêmement récente. Et donc, on continue, on demande, on s'accroche et on les aura. On s'accroche, on lâche rien. Voilà, ok. Merci. Donc, on arrive à... Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Quel que soit le métier, quelle que soit l'évolution du collaborateur, toutes les compétences actuelles sont à garder. Il n'y a pas de débat. Je veux dire, il faudra juste avoir il faut changer de lunettes. C'est-à-dire être plus gestionnaire et moins comptable, s'intéresser plus à l'entreprise qu'à sa balance ou à ses OD de 250 balles, etc., etc. Il faut que les gens s'intéressent plus à l'entreprise, à l'avenir qu'au passé, etc. Et donc, les compétences d'un collaborateur DCG, DSCG, elles sont parfaitement adaptées. Elles n'ont jamais été aussi adaptées. La seule chose, c'est qu'il faut travailler avec chaque collaborateur pour leur expliquer qu'ils sont capables de faire bien autre chose avec les compétences qu'ils ont que ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à maintenant. Il faut le convaincre, le rassurer, lui faire prendre conscience, lui donner confiance en lui, parce que c'est souvent ce qui lui manque le plus. Mais la compétence, il faut peut-être dépoussiérer un peu, donc profession comptable 2030. Mais une fois qu'on a dépoussiéré un peu, c'est parti. Parfait. Donc, on a parlé là, depuis le début de la partie impact de la transformation numérique sur les ressources humaines. Simplement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas que la transformation numérique dans la vie. Les sujets des ressources humaines, ils existaient avant l'automatisation qu'on connaît depuis quelques années. Il y a un énorme problème d'attractivité, car rien à voir avec la... Alors, on va y arriver. Et on va y arriver d'ailleurs tout de suite avec... voilà notre grenouille. Avec la grenouille agile. Et c'est une planche qui a été publiée il y a quelques semaines, peut-être. Oui, quelques semaines. Donc, je ne vais pas vous la lire en intégralité, mais elle pose le sujet de l'attractivité, qui est effectivement le mot qui revient tout le temps dès qu'on discute RH dans la profession. Mais que fait l'ordre? Parce que le problème de l'attractivité, c'est le problème de l'ordre. Hein. Donc, en fait, après, je te laisse la parole. On en parle tout le temps de ce problème d'attractivité parce que les cabinets constatent effectivement qu'il leur manque du personnel et qu'ils ont du mal à recruter. Donc ça, c'est une réalité. Une explication, ça peut être de dire c'est la profession dans son ensemble qui a un problème d'attractivité, un problème d'image, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver les bons collaborateurs. On va voir que cette réponse n'est pas forcément juste, pas forcément la plus évidente. Pourquoi? On peut s'appuyer sur quelques chiffres qui sont issus tout simplement du nombre de diplômés dans les différents diplômes de la filière comptable. Ce qu'on voit très rapidement, c'est qu'en l'espace de 5 ans, tous les diplômes ont connu une progression en nombre de diplômés qui s'étale entre 10 et 26%, sachant que la moyenne du nombre d'étudiants dans le supérieur est de 13.
Donc, non seulement on a une progression du nombre d'étudiants dans la filière, mais sur les niveaux Bac+5 et Bac+8, en tout cas, une progression bien supérieure à celle de la moyenne du supérieur. Donc, ce qui montre qu'on n'a pas un problème on n'a pas une tendance à la baisse. On n'a pas un problème d'attractivité. Voilà, au sens de la profession. Mais on a quand même un problème. Voilà, mais on a quand même un problème. Tout à fait. Exactement. Il y a un problème qui est réel, qu'on ne peut pas nier. Mais voilà, puisqu'on est dans une situation qui est illustrée par ce dessin, où on a parfois le pouvoir des candidats est bien supérieur dans la relation. Situation inversée. Maintenant, voilà, on se demande qui recrute qui quand on fait un entretien de recrutement. Alors, on parle de pénurie, mais c'est vrai que nous, dans les offres d'emploi, il y en a, les 70%, on demande un collaborateur comptable confirmé qui a au moins 5 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas ceux qui sont à l'école aujourd'hui, c'est ceux qui y étaient il y a un certain temps. Donc, cette pénurie, elle se fait quand même sur les profils assez confirmés. Et on a du mal à aller chercher d'autres profils, parfois issus de reconversion également, qui vont aussi avoir ce service client qu'on attend sur certains profils. Donc, peut-être aussi de ne pas toujours aller chercher toujours le même profil, le mouton à 5 pattes. Nous, on aime bien dire le lama à 5 pattes. Et également sur la partie attractivité, on parle d'image de la profession, mais en fait, l'attractivité, elle est aussi à l'intérieur des cabinets. Et est-ce qu'on est attractif auprès de nos collaborateurs et comment on les accompagne pour les garder, les former, les fidéliser. Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais en effet, je pense que la partie attractivité, l'ordre peut faire plein de choses, mais pas être dans vos cabinets et mettre en place toutes ces choses-là. Il faut aller chercher les outils et les utiliser. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une responsabilité. La responsabilité, elle n'est pas uniquement en termes d'image au niveau du Conseil national et de l'image de la profession. Elle est aussi chacun dans son propre cabinet. Très concrètement, ce qu'on peut voir, si tu es OK, on peut passer directement aux bonnes pratiques, parce que quand tu dis qu'il y a des questions d'attractivité au sein du cabinet, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? C'est ça. Et déjà, l'attractivité de la profession, en fait, c'est vous tous. C'est les experts comptables, dirigeants de cabinet, c'est les collaborateurs. C'est ça l'image de la profession. Donc, comment on fait pour fidéliser les collaborateurs ? Déjà, là, il va être très important de travailler des vrais plans de carrière, des plans de carrière qu'on explique dès le début de la collaboration avec chaque collaborateur. Et on en a parlé, c'est l'accompagnement avec une vision. Ça prend du temps. Moi, j'entends souvent, là, je vois on parle après des points individuels réguliers. Moi, j'invite à faire des points individuels mensuels ou trimestriels avec chaque collaborateur. Ce n'est pas forcément le dirigeant du cabinet qui va le faire, ça peut être aussi des managers. Et souvent, les experts comptables me répondent « Moi, je n'ai pas le temps, je m'occupe déjà des clients, je ne peux pas tout faire. » Mais en fait, ces points individuels, même s'ils ne durent que 15 minutes, une fois par mois, une fois par trimestre, ça va vous permettre d'apprendre énormément auprès de vos collaborateurs et de leur montrer leur importance, de les accompagner. Tous ceux qui l'ont mis en place m'ont fait de très, très bons retours. Vraiment, je vous invite à tester. On a en plus plein de modèles à vous proposer. Donc, ces points individuels, ils sont cruciaux pour accompagner les collaborateurs. Je parle aussi après de la culture du résultat plutôt que de la culture du moyen. Et c'est vrai que l'important à la fin, c'est quand même si l'objectif il est atteint ou non. Peu importe finalement comment on atteint cet objectif. Et c'est bien aussi d'amener un petit peu de créativité auprès des collaborateurs, de leur laisser aussi la place à des idées pour mettre en place de nouvelles actions, pourquoi pas de nouvelles missions. L'objectif, c'est que le client soit content. Donc finalement, pourquoi pas impliquer un peu plus les collaborateurs dans cet objectif-là, plutôt que de leur demander juste de suivre certains process. Non, mais concrètement, ça veut dire quoi dans un cabinet, culture de résultat plutôt qu'une culture de moyens? Patron de cabinet, ça veut dire quoi? Tu as compris, toi? Non, mais moi, déjà, plan de carrière, j'avais envie de rebondir d'accord. dessus. Pardon, parce que dans un vite. petit cabinet de 5 personnes, j'aimerais savoir quel plan de carrière on propose. Moi, dans mon cabinet, j'ai 11 collaborateurs. Moi, je comprends que tous les collaborateurs qui rentrent veulent devenir chef de mission. Et après, j'ai une armée mexicaine. Donc, c'est compliqué le plan de carrière dans des petites structures. Donc, j'avais premièrement la question du plan de carrière. Et ensuite, oui, culture de résultats plutôt de moyens. Et après, je voulais donner 2 exemples dans mon cabinet qui étaient pas mal. Mais je vous laisse répondre. Ok. Je vais déjà répondre du coup à la première question sur les plans de carrière. Est-ce que vraiment tous les collaborateurs veulent devenir chef de mission ou est-ce que c'est le seul plan de carrière que eux voient par rapport à ce qui est possible pour eux ?
on a tendance à penser que le management est la seule voie pour évoluer. En fait, il y a plein d'autres façons d'évoluer. On peut évoluer transversalement, on peut évoluer aussi en devenant plus expert de son domaine, en devenant spécialiste d'un domaine en particulier. Tout le monde n'est pas voué à devenir manager ou à devenir même un bon manager. Donc, en fait, c'est aussi au chef d'entreprise d'accompagner chaque personne, et donc d'où l'intérêt de faire des points individuels réguliers pour savoir qu'est-ce que tu aimes faire, vers quoi tu veux aller demain, quelles compétences tu veux développer, et en fonction de ça, de proposer des plans de carrière adaptés. Parfois, un plan de carrière, ça va être d'évoluer sur de nouvelles missions. En plus, ça tombe bien, on en a besoin. Donc, pas seulement vers le management et devenir tous chefs de mission, parce qu'en effet, si on n'a que des managers, ça peut poser problème. Moi, je leur ai souvent posé cette question-là à mes collaborateurs, et j'ai l'impression, hein, vraiment, qu'ils ont envie de faire ce qu'ils font déjà, hein, et qu'ils n'ont pas envie de faire un nouveau métier. Donc, quand je leur demande qu'est-ce que tu as envie de faire, ben, ils ne savent pas vraiment. Et le plan de carrière, ça peut être aussi de continuer à faire les mêmes missions si on s'y plaît. L'important, c'est de s'épanouir dans son job. Donc, le plan de carrière, c'est vraiment d'accompagner chaque plan de carrière sans forcément avoir une évolution, que ce soit managériale ou autre. On n'est pas obligé tous de devenir manager. Alors, culture de résultat plutôt que de moyens, concrètement parlant. Donc, c'est vrai qu'on l'a écrit de cette façon. C'est de dire que la finalité, c'est ça qui est important et pas forcément toujours le moyen d'y arriver. Deux collaborateurs peuvent arriver au même résultat en ayant peut-être passé plus ou moins de temps dessus, d'avoir utilisé des process plus ou moins différents. La culture du résultat, ça va vraiment être de se concentrer sur est-ce que mon objectif, il est atteint ou non, et pas sur est-ce que tu es resté de 9h à 17h, par exemple, dans le cabinet. Si on veut aller un petit peu plus loin dans l'idée, on sait que les collaborateurs attendent aussi plus de liberté, d'autonomie dans leurs tâches, de responsabilisation. Et en fait, c'est ça, la culture du résultat, c'est vraiment de mettre des objectifs concrets et de savoir s'ils sont atteints ou non, sans regarder forcément dans les détails combien d'heures j'ai passé au cabinet, etc. Je voulais donner donc 2 exemples dans mon cabinet où j'ai en responsable social une jeune adulte qui s'est reconvertie et qui était manager chez Sephora. Donc, c'était pour rebondir sur la diversité et qui est au cabinet depuis 3 ans, là. Et j'ai aussi un jeune collaborateur comptable qui, au bout d'un an, s'est autodéclaré office manager. Et donc, avec ce poste-là, eh bien, si j'ai bien compris au cabinet, ben, le vendredi, c'est pizza. On a aussi les awards du cabinet. Il y a une soirée award décernée à des collaborateurs. Et il va le week-end chez Ikea parce qu'il trouvait que la déco, c'était pas top. Donc, il a racheté 2-3 tapis, etc. Là, en ce moment, on a le concours au bureau. Donc, on n'est que 11 collabs. On a le concours au bureau la plus belle décoration de Noël. Entre le service, je crois que j'ai une petite bagarre entre le service social et la compta. Enfin, voilà ce que la diversité des profils peut donner dans une petite structure. Et par exemple, si je connais donc ton cabinet, si on prend l'office manager, en fait, c'est lui qui a choisi, il en avait un peu marre de la compta, et donc il a dit, est-ce que je peux faire autre chose? C'est une évolution de carrière, c'est un plan de carrière. Voilà, il y a beaucoup d'autonomie dans mon cabinet, et d'un seul coup, il me dit, bon, bah moi, maintenant, je fais office manager. Moi, je dis, OK, voilà. Ok, ben, très bien. Sur la partie automatisée, en quoi le fait d'automatiser est une bonne pratique managériale? Alors, moi, je dis toujours qu'il faut essayer le plus possible d'automatiser ce qui n'a pas de valeur ajoutée à être fait par un humain. Mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on va automatiser ce qui n'est pas valorisant, et plus on va valoriser les métiers, et donc aller vers des postes de plus en plus intéressants, tout en accompagnant évidemment les collaborateurs. Non, excuse-moi. Non, mais là-dessus, quand on avait préparé, tu disais aussi que c'était devenu un facteur de choix des candidats pour choisir le cabinet dans lequel ils vont aller, le degré d'automatisation du cabinet. Oui, c'est vrai. Et on le voit sur les pages de la Maconta. En fait, on met par exemple des photos du cabinet. Si vous dites que vous êtes 100% un cabinet digital et que sur toutes les photos, on voit que des classeurs, bah ça fonctionne pas super bien. Donc, il faut vraiment être cohérent avec l'image que vous renvoyez par rapport à ce que vous faites en interne. Et en effet, les collaborateurs, nous, c'est pour ça qu'on le met sur les pages de la Maconta, ils regardent les outils que vous utilisez, les logiciels. Et j'ai vu souvent des collaborateurs regarder 2 pages et dire « Ah, lui, il utilise tel logiciel, donc je pense que je vais plutôt aller dans ce cabinet-là ». Donc oui, la digitalisation et les outils qu'on utilise sont importants dans le choix du cabinet.
Recruter en avance ensuite. Là, il faut expliquer cette notion parce que recruter en avance, ça paraît difficile à l'heure actuelle. Justement, parce que c'est difficile de recruter la bonne personne, et d'ailleurs qu'il y a un problème de pénurie ou pas, le recrutement, c'est quand même quelque chose d'assez important et qui peut être difficile et qui peut avoir des conséquences aussi assez importantes. On l'a vu sur la première slide en termes de coûts. Donc, le recrutement en avance, c'est pas de se dire au moment où j'ai quelqu'un qui part, je cherche la nouvelle personne. Parce que souvent, un mois après, elle est partie et on n'a pas la nouvelle personne parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir tout ce process de recrutement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment d'être toujours en recherche et d'essayer de détecter les bons profils. Et si on en a la possibilité, d'essayer de recruter ces profils en avance avant d'avoir un départ. Même si je sais que ce n'est pas toujours facile, en tout cas d'essayer de l'anticiper au maximum. Recruter en fait en permanence et avec une logique du +1, mais qui ne reste pas +1 très longtemps. Exactement. Donc, recruter en avance d'un départ, mais ça peut être aussi recruter en avance des missions qu'on évoquait. Peut-être pas attendre de... Et du développement du cabinet. Voilà. Oui. Pas attendre d'avoir finalisé le catalogue produit pour se dire, ça y est, maintenant je vais chercher la bonne personne. Clairement, c'est-à-dire qu'en fait, on constate pour les cabinets qui ont souvent un 1+1 en RAB au cas où, qu'en fait, ils trouvent des nouvelles missions, qu'ils acceptent des dossiers qu'ils n'auraient pas acceptés s'ils n'avaient pas eu ce +1, etc. Et donc, le collaborateur supplémentaire est très souvent occupé, quoi qu'il en soit. Et en plus, souvent, c'est un moyen de déclencher les nouvelles missions. Parce que pour déclencher les nouvelles missions, il faut un peu de temps pour les faire, pour les concevoir, etc. Et si ce collaborateur fait gagner du temps à d'autres, les autres pourront peut-être concevoir les missions ou aller plus chez les clients ou accepter des prestations supplémentaires qu'on n'aurait pas acceptées sans. Là, c'est un conseil hyper concret. Enfin, de ne pas dérouler d'abord la réflexion sur les missions avant de recruter, mais peut-être recruter la bonne personne, y compris dans des profils autres que purement comptables. Oui. Peut-être recevoir tous les CV qu'on peut trouver en adéquation, recevoir et être en recrutement permanent. Et si à un moment donné, un coup de cœur avec un candidat, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin, eh bien on embauche. Exactement. Et même, ça donne une super image en fait pour le candidat que vous allez recruter. Parce que j'entends souvent quand on parle d'intégration de collaborateurs, et moi je dis qu'il faut avoir quand même un processus d'intégration. Et parfois, les dirigeants de cabinet me répondent « Ah oui, mais Audrey, moi j'ai pas le temps parce qu'en fait là, le collaborateur, il est déjà en retard le jour où il arrive. » Et ça, pour un collaborateur, c'est quand même assez stressant d'arriver et d'être déjà en retard. Ça fait envie, tu sais. Donc, si vous recrutez en avance et que vous dites au contraire, c'est une création de poste pour aller plus loin dans notre développement, c'est beaucoup plus positif que de dire on a quelqu'un qui est parti, on est déjà en retard. Le dernier point qui demande aussi un peu d'explication, maintenir un équilibre client-collaborateur et le concept de symétrie des attentions. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, avec grand plaisir. Et si tu veux mettre la slide d'après, du coup, moi j'aime beaucoup la symétrie des attentions. En fait, ça montre que si le manager s'occupe bien de ses collaborateurs, alors les collaborateurs vont prendre soin des clients. D'ailleurs, c'est une phrase de Richard Branson qui parle de ça. Et souvent, c'est vrai quand il y a beaucoup d'experts comptables qui sont venus dans le métier aussi pour la technique parce qu'ils adorent cette partie technique. Mais il ne faut pas oublier quand on dirige un cabinet, on est aussi chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, il est important qu'il s'occupe des collaborateurs et pour que les collaborateurs s'occupent bien des clients et que ce ne soit pas forcément le manager qui s'occupe que des clients parce que sinon, qui s'occupe des collaborateurs. Ça, souvent, dans les cabinets, il y a peut-être le raccourci qui se fait en transverse où le manager s'occupe du client et les collaborateurs se retrouvent. Et d'où le fait qu'on n'a pas le temps de faire les tâches de management parce qu'on s'occupe déjà des clients. Là-dessus, Philippe, je crois que tu avais une anecdote en lien avec toi et le Père Noël, sans vouloir teaser. Ok, c'est d'actualité. Je le présente comme ça pour le teaser. Alors, mais en fait, je pensais que vous alliez en parler un peu plus tard. Mais on en parle maintenant. En fait, dans beaucoup de cabinets, parce que je pense qu'Audrey va en reparler juste après, il y a aussi une question de rémunération. Et le +1, moi, que je préconise dans plein de cabinets, je leur dis anticiper un recrutement parce que pour tout ce que vous venez d'expliquer. Et il arrive très souvent que le patron du cabinet ou les associés du cabinet me répondent « Oui, mais t'es bien mignon, mais j'ai pas les sous, moi. » Je veux dire, on n'a pas les moyens d'avoir un collaborateur en RAB de plus que ce qui est strictement nécessaire. Parce que la rentabilité n'est pas suffisante, les clients serrent les prix, les gna, voilà. En fait, quand on creuse un peu et qu'on tire un peu le fil, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pourquoi c'est un peu plus compliqué que ça? Parce qu'on s'aperçoit que dans de très nombreux cabinets où il n'y a pas la symétrie des attentions, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a plein de clients, un peu, beaucoup, mais dans certains cabinets, c'est quand même beaucoup, de clients qui ne payent pas ou qui n'ont pas été augmentés depuis 10 ans parce que sinon, ils risquent de partir,
qui ne sont pas rentables, qu'on facture, ça fait 1 an et demi qu'on continue à bosser, mais ils n'ont plus d'argent, donc ils ne payent plus, et on continue à bosser pour eux. Autrement dit, on explique aux collaborateurs qu'on ne peut pas les payer, qu'on les surcharge, parce qu'on bosse, enfin, ils bossent pour des clients qui ne payent pas. Ça, c'est un truc juste de dingue. Oubliez que vous êtes expert comptable, oubliez que vous êtes dans la profession. Vous êtes expert comptable ou collaborateur de cabinet, donc censé conseiller les clients sur la gestion de leur entreprise. Et vous auriez des clients qui seraient ric-rac en trésor, qui seraient ric-rac en renta. Et quand vous analysez, vous apercevez qu'il y a 5 ou 10% ou je ne sais pas combien, en fait, le problème de rentabilité vient du fait que les clients ne payent pas, sachant qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile de trouver des chiffres d'affaires. C'est difficile de trouver des collaborateurs pour faire le job et garder les collaborateurs et donc leur donner un cadre de vie agréable. Mais on s'aperçoit que dans plein de cabinets, ce n'est pas le cas. On continue à travailler gratos pour des clients qui ne le méritent pas, qui souvent ne sont pas contents, qui ne payent pas, qui envoient les pièces comptables en dehors des délais et qui nous foutent la saison en l'air, etc. Moi, je vais vous dire une chose, ça fait 20 ans que je dis, virez-moi les 5% ou les 10% de clients qui foutent la panique au cabinet, qui pourrissent la saison fiscale, qui pourrissent la rentabilité, qui pourrissent les collaborateurs, etc. Il y a quelques années, j'ai mis en place le cadeau du Père Noël. Et c'est une méthode que je partage avec mon ami Valérie Amirati de Nice. Nous, on est des spécialistes de ce sujet-là. Hein. C'est-à-dire que chaque année, d'accord, on dit aux collaborateurs, donne-nous la liste des clients que tu veux qu'on vire. Et souvent, alors au début, la première fois, les collaborateurs, ils sont un peu estomaqués, mais en fait, on s'aperçoit que les clients qui nous disent qu'il faut virer, c'est les clients qui parlent mal. Après, la question, c'est est-ce qu'on a envie de garder des clients qui parlent mal à nos collaborateurs? Parce que les collaborateurs, moi j'ai un cabinet dans lequel il y a un client qui est odieux, on en est au 3e collaborateur en 2 ans. Je dis au patron de cabinet, est-ce que tu as calculé, parce que Audrey nous a donné... Ça fait 30 000 euros x 3, ben voilà. 90 000 euros. Voilà. Donc, est-ce que la marge, tu as refacturé 90 000 euros au client? Bah, évidemment non. Ah. Parce que voilà. Et tu vois, tu as encore quelques produits. Ne reste pas, tu as encore quelques progrès à faire. C'est pas un client à moi. Hein. Ah, pardon. Tu t'imagines que je garde ça, moi? Tu rigoles. Et donc, je dis, c'est l'approche de Noël, profitez-en, demandez à chaque collaborateur s'il y a un client dont il voudrait qu'il s'en aille. Alors, parce que les relations qu'il entretient avec le collaborateur ne sont tout simplement pas acceptables. Alors, ce n'est pas la peine de mettre des annonces, ce n'est pas la peine de faire ceci, de faire cela, de faire la danse du ventre devant les collaborateurs pour essayer de les récupérer. Si, quand il y en a, on les maltraite. Ce n'est pas vous qui les maltraitez, c'est juste les clients. Et au bout d'un moment, ce n'est pas acceptable. Parce que l'image que l'on a de la profession, c'est aussi celle-là. C'est aussi le comportement de chaque expert comptable qui accepte des choses inacceptables. Et la symétrie des attentions, c'est un truc très intelligent. Enfin, Audrey nous a expliqué un truc avec des mots compliqués, etc. C'est juste de dire qu'on traite bien les collaborateurs et pour les traiter bien, on vire les clients qui déconnent. Voilà. Ne serait-ce que ça, c'est la première marche. Alors, 2 petites remarques. Concrètement parlant, dans mon cabinet, là, je prends ma casquette de chef d'entreprise, d'expert comptable. En fin de chaque période fiscale, je faisais le point de la période fiscale avec chaque collaborateur. Et en leur demandant qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a dérivé. C'était à chaque fois 1 ou 2 clients. OK, on s'en sépare. Fini, on se sépare du client, celui qui a porté ses pièces au dernier moment, et d'ailleurs souvent il ne paye pas, etc., etc. On s'en sépare et ou après ça peut être des incompatibilités de collaborateurs, on le met à un autre collab, etc. En tous les cas, on prend une décision, on est à l'écoute du collab et c'est pas très très compliqué à faire. Première chose. En tant qu'après présidente de l'ordre, avec ma casquette de présidente, souvent, ce que je remarque, c'est que les experts comptables n'osent pas se séparer d'un client. Ils n'osent pas et ils se demandent s'ils ont le droit. Et la première, c'est comment on fait? Comment? Alors déjà, je réponds déjà, est-ce qu'on a une lettre de mission? Parce que dans la lettre de mission, c'est marqué les obligations et les devoirs du client, la réciprocité de la relation commerciale. Ce n'est pas parce qu'on est une profession réglementée qu'il n'y a pas de relation commerciale. Donc, je vous incite déjà, premièrement, à avoir tous des lettres de mission. Et puis après, on met du bon sens commun dans le fait de se séparer d'un client. On sait pas une vengeance.
on peut lui dire, OK, on arrête, je vous laisse 6 mois, je vous laisse 1 an, enfin, je vous laisse jusqu'au 31 décembre. Si on est en mai-juin après la période fiscale et que c'est la cata, je vous laisse le temps de vous retourner, de trouver un expert comptable. On peut faire la TVA encore pendant 6 mois, on n'est pas à ça près. On peut aussi, pour lui rendre service, faire les payes jusqu'à la fin de l'année. On ne le met pas dans l'embarras avec ou sans l'aide de mission. On fait quelque chose d'intelligent, de propre, parce que bon, on n'a pas très envie à l'ordre d'inonder la commission des litiges. On en a déjà suffisamment ici en interne. Donc, on peut, bien évidemment, on peut se séparer d'un client, mais c'est pas une vengeance. On le fait proprement. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une lettre de mission. Et puis après, pour les histoires de le client donne pas les pièces, etc., etc. Souvent, je dis à ces experts comptables, mais est-ce que en novembre, en décembre, en février, vous avez dit, si je n'ai pas reçu les pièces avant le 15 mars, je ne serai pas en mesure de respecter les délais fiscaux? La plupart du temps, on me répond que non, mais on n'a pas à supporter dans nos cabinets la négligence ou la défaillance des clients. Et donc, on a un ADN de délégation de services publics où nous serions corvéables à merci. Et quand je dis non, nous, c'est nous, experts comptables, on accepte ceci. Et puis après, on le fait supporter par nos collaborateurs. Donc, il est vrai que là, il faut nous protéger, nous, experts comptables, et puis nos collabs, en faisant cet état des lieux. Donc là, on est début décembre. Faites l'état des lieux de tous les clients dès aujourd'hui, à qui votre collab a demandé déjà 5 ou 10 fois les pièces. Il n'a toujours pas commencé la compta 2023. Et là, vous lui envoyez un mail. Je ne parle pas de recommander avec AR. On ne fait pas d'attaque au bazooka. On envoie un mail aujourd'hui en disant si je n'ai pas les pièces le 15 janvier, le 15 février, faites au mieux de votre organisation, eh bien, je ne serai pas en mesure de respecter les délais. Il ne faut pas tout dire. C'est le thème de notre prochain atelier de la transformation. Oui, mais c'est pas grave. Comme ça, tous ceux qui sont là aujourd'hui en sauront plus après. D'accord? Non, mais je prends ma casquette de présidente de l'ordre parce que souvent, les experts comptables n'osent pas faire ça. En fait, on n'a pas l'obligation. Le médecin a l'obligation de guérir. Il voit un mourant. Nous, on n'a pas l'obligation de s'occuper du client lorsque celui-ci ne nous respecte pas. Ne pas donner les pièces, c'est un irrespect. Ne pas nous payer, c'est soit des difficultés et on est partenaire et on voit ça ensemble, ou alors c'est de l'irrespect de ne pas payer son expert comptable. Donc, arrêtons de sortir de cette posture parfois et souvent de victimisation qui rejaillit sur nos collaborateurs et après, on se retrouve avec des démissions et des experts comptables qui ne s'en sortent pas. Tu as créé le débat, l'adhésion avec cette proposition. C'est ce que tu dis aussi sur cette slide, avec le fait de choisir ses clients et les conséquences que ça peut avoir. Exactement. Choisir ses clients, c'est super important parce que c'est les clients, en effet, qui vont être avec les collaborateurs tout au long de l'année. On en a pas mal parlé. Et j'avais aussi envie de parler de trouver sa place, de chercher en fait les forces de chaque collaborateur pour qu'il trouve la bonne place dans le cabinet. On voit qu'il y a plein de missions différentes à leur proposer. Donc, c'est vraiment un point à faire avec chaque collaborateur. Et Philippe nous a parlé de tous les outils pour y arriver. Et en fait, le fait d'être bien dans son job, ça va permettre aussi de créer une énergie collective positive avec le client et donc dans la fidélisation des clients et des collaborateurs. Donc, un épanouissement global de tout le monde. L'autre gros sujet en termes d'attractivité, de fidélisation, etc., c'est évidemment la rémunération. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle politique de rémunération avoir dans ce contexte quand même particulier de tension sur le marché de l'emploi? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de fidéliser aussi par la rémunération au sens large? C'est vrai qu'il y a un large sujet par rapport à ça. En effet, la rémunération, c'est quand même un des principaux critères de choix d'un job aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous invite à toujours mettre la rémunération sur l'offre d'emploi. Si vous ne le mettez pas, en fait, vous perdez énormément de candidats. Il y a 80% plus de clics sur une offre d'emploi qui présente le salaire et 20% plus de candidatures. Encore faut-il que le salaire soit aussi dans la bonne tranche, bien entendu, et qu'il soit attractif. Parfois, on a
petit défaut d'attractivité des salaires par rapport à certains postes en entreprise. Et donc, c'est là où il va y avoir une importance aussi de transparence sur le business model. On parlait tout à l'heure de marge et comment on fait pour payer plus les collaborateurs si on n'a pas la marge nécessaire. Donc, c'est aussi d'être transparent avec les collaborateurs là-dessus, sur le business model, et de travailler ensemble sur des business models qui permettent la marge et qui permettent donc de bien payer les collaborateurs. Il va être important aussi de mettre en place des avantages. Parfois, mettre en place des petites choses vont vraiment fidéliser énormément vos collaborateurs. Je vois parfois dans les questionnaires, dans les propositions des collaborateurs, on a mettre en place des tickets resto, mettre en place des choses pour la mobilité. Il y a des avantages qui finalement vont vous coûter moins cher que de perdre votre équipe. Donc, ça vaut le coup de bien regarder. Je crois que Philippe avait des exemples là-dessus. Oui, j'en ai 50, mais là, on n'a plus le temps. Mais par exemple, rien que le télétravail, honnêtement, je veux dire, quand tu disais tout à l'heure, mettre en place une culture du résultat, pas une culture des moyens. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai commencé le métier il y a 2-3 ans, hein, à peu près, moi, quand on arrivait à 9h15 au bureau, tu avais le patron devant la porte qui regardait sa montre. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je connais plein de cabinets dans lesquels il y a 1 jour ou 2 jours de télétravail par semaine. Ça permet objectivement de fluidifier la vie des collaborateurs. Alors évidemment, c'est à gérer. Évidemment, ce n'est pas forcément pour tous les postes. Évidemment, ce n'est pas forcément tous de la même manière. Évidemment, il faut organiser le fait de se rencontrer au cabinet de temps en temps. Enfin, il faut organiser ça. Ça ne va pas sans dire. Et ça ne va pas de manière naturelle, bien du premier coup. Mais il faut arrêter d'imaginer que le collaborateur qui est chez lui, quand il est en télétravail, il glandouille devant la télé. Ce n'est pas le sujet. Et puis, si on a mis en place une culture de résultat, par exemple, tu as ton portefeuille de clients, j'exige que tes dossiers soient finis dans les délais, etc. On met en place les process qui va bien et par rapport à ça, tu t'organises de telle sorte que tes dossiers soient finis dans les conditions de qualité et de délai qui vont bien. Il est où le problème? Qu'est-ce que ça gêne que le collaborateur ne soit pas au cabinet 5 jours sur 5? Je veux dire, si le travail est fait, et souvent il est parfois bien fait, notamment, alors évidemment c'est peut-être un peu moins vrai en province, mais en région parisienne ou dans les grandes villes, quand on leur fait gagner 1 heure à 1h30 de transport le matin et le soir, c'est un moyen d'attirer des collaborateurs que vous ne pourrez pas avoir s'il n'y a pas de télétravail, hein, tout simplement. Oui, exactement. Ça illustre très bien la culture du résultat dont on parlait tout à l'heure. Et il y a quelque chose d'important aussi, c'est de se dire quand on traite les gens comme des adultes, en fait, ils se comportent comme des adultes. Et c'est un petit peu le résumé de ça. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de la grille des salaires. Comment un collaborateur peut se projeter? Qu'est-ce qui fait qu'il va être augmenté ou pas? Est-ce que c'est le patron qui va décider, tiens, toi, tu as une augmentation, toi non? Ou est-ce que vraiment on a une grille de salaire qui permet de se projeter dans le temps et de se dire, si j'atteins tel ou tel objectif, je peux espérer demander tel ou tel salaire? Parce que c'est aussi de responsabiliser les collaborateurs. Pas seulement j'arrive, je veux une augmentation. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une augmentation au regard de la grille de salaire et des objectifs que nous avons mis en place? Et après, le dernier point, c'est l'importance de dégager des marges, parce qu'encore faut-il pouvoir les verser, ces avantages. Donc, c'est un peu le cercle vertueux. Si j'automatise, je dégage des marges qui me permettent de mieux rémunérer mes collaborateurs et je suis plus attractif, et ainsi de suite. On est là-dessus. Juste un petit détail technique pour calculer la rentabilité de ces dossiers. On utilise des outils comme la gestion des temps et on demande aux collaborateurs de saisir les temps. Beaucoup de cabinets ne le font pas encore. Donc, alors je ne sais pas si c'est le seul moyen de calculer la marge du dossier. Moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais il est vrai que pour savoir si le dossier est rentable, quand on a un budget de 300 € par mois, si on ne sait pas le nombre d'heures qui sont passées en face, ça peut être compliqué. Et beaucoup de cabinets aujourd'hui n'ont pas encore mis en place cette gestion des temps. Il y a même un mouvement qui consiste à dire aujourd'hui que la gestion des temps, enfin la saisie des temps, est au contraire contre-productif, etc. Mais ça, c'est un marché de dupes absolu. On n'a pas le temps, on fera ça dans un prochain atelier de la transformation, mais c'est un marché de dupes absolu parce que moi, à chaque fois que j'ai mis en place la gestion des temps dans un cabinet, mais systématiquement, on a vu quoi? On a vu qu'il y avait 3 catégories de clients. Il y avait peut-être, je sais pas, 70% des clients qui avaient un temps qui correspondait à ce qu'on pensait, donc pas de sujet. Il y avait 10 à 15% des clients pour lesquels on passait beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait, et donc
qui payaient beaucoup moins que ce qu'ils devraient payer et qui font partie des clients qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, qui ne payent pas la prestation qu'ils devraient payer, qui sont donc ravis parce qu'ils appellent H24, etc., etc. Et puis, vous avez 15% des clients qui sont les pépites du cabinet, pour lesquels on passe beaucoup moins de temps que ce qu'on imaginait, qui n'appellent quasiment jamais, qui s'excusent quand ils appellent et qui finalement payent beaucoup trop cher par rapport à la prestation qu'ils ont. Et le jour où eux, ils rencontrent quelqu'un qui s'occupe un peu bien d'eux, et puis en plus, ces 15%-là, c'est souvent les clients qui râlent pas, et donc ils passent après ceux qui ont râlé, qui sont ceux qui n'ont pas payé, qui sont... Voilà. Et en fait, l'analyse des temps qu'on passe, c'est du contrôle de gestion de base. Comment un expert comptable, comment quelqu'un qui veut faire du pilotage de clients, comment quelqu'un qui veut faire de l'accompagnement, du coaching de dirigeants, etc., peut ne pas mettre en place un calcul des coûts de production dans son entreprise. Ça, je n'ai pas compris. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne tient pas la gestion des temps de manière un peu scrupuleuse, eh bien, le problème, c'est qu'on risque de perdre les bons clients et on continue à engraisser des mauvais clients. On rogne sur la marge et donc on perd des collaborateurs qui passent beaucoup de temps alors qu'on leur dit « mais attends, tu as un chiffre d'affaires de 50 000 euros ou 100 000 euros et le collaborateur d'à côté, il fait 100 000 euros aussi. Donc c'est que tu n'es pas bon. » Ben oui, peut-être, mais peut-être que l'autre, il a des clients pour qui ça se passe bien et pour qui il passe beaucoup moins de temps que prévu et que lui, mais ça on ne le sait que si on fait l'analyse des temps. Sans gestion des temps, je ne sais pas comment on fait pour refacturer une assistance à un contrôle d'URSSAF, à un contrôle fiscal, etc. Et je fais exprès de prendre ces exemples-là parce que je connais aussi des experts comptables qui imaginent que parce qu'ils font les payes et les DSN, eh bien, le contrôle d'URSSAF, c'est à eux de l'assumer et qui font, comme ils font la saisie comptable, la TVA et l'alias, eh bien, si le contrôle fiscal il y a, c'est à eux de l'assumer et que c'est compris dans le forfait. Comme si c'est parce que l'expert comptable avait mal travaillé qu'il y avait un contrôle. Il faut sortir, bien évidemment, de cette logique-là et de cet ADN-là, et ces missions doivent être facturées au temps passé. Alors, on va vous passer un micro parce que sinon, on ne vous entend pas en ligne. Est-ce que vous pouvez conseiller un outil de gestion des temps ou pas? Alors, moi, j'ai bêtement l'outil qui est affilié à mon outil de production, qui me propose la facturation. Je demande à mes collaborateurs de saisir leur temps. Et puis donc, j'ai tous les mois la facturation d'un côté, les temps de l'autre. Et ça me permet de détecter en fait toutes les missions exceptionnelles que je facture tous les mois aux clients. Je reprends là sur le déroulé des slides. Effectivement, il faut qu'on consacre, je pense, un atelier à la gestion des temps parce que c'est un sujet qui revient au fur et à mesure des ateliers, très très souvent. Ouais. Sur la partie rémunération et les facteurs, ça c'est important parce que on a parlé du télétravail, on a parlé des tickets restaurants, de la mobilité. Et comment est-ce qu'on fait pour hiérarchiser tout ça quand on est au sein du cabinet, qu'on poste des offres d'emploi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant? Exactement. En fait, moi, j'aime bien cette théorie de Herzberg qui dit qu'il y a des facteurs de motivation et des facteurs d'hygiène. En fait, par exemple, le salaire n'est pas un facteur de motivation. Alors, quand on entend ça la première fois, on se dit, bon, bah, ça ne sert à rien de faire évoluer le salaire des collaborateurs puisque ce n'est pas un élément de motivation. Mais en fait, il s'agit d'un élément de démotivation. C'est un petit peu comme le chauffage. Là, si on a le chauffage, on se sent bien, on ne se dit pas wow, c'est super, quel bâtiment, il y a le chauffage. Par contre, si on avait froid et qu'il n'y avait pas de chauffage, là, on se dirait bon, c'est pas très accueillant, on a froid. Et en fait, c'est exactement la même chose pour le salaire, les primes, enfin tout ce qui est marqué dans les facteurs d'hygiène. C'est-à-dire que c'est des facteurs qui doivent déjà être pris en compte de base. Mais ce n'est pas ce qui va motiver vos collaborateurs. Donc ça, c'est la première chose évidemment à mettre en place, notamment avec les conditions de travail. Et ça fait partie des demandes d'évolution quand on voit dans les enquêtes qu'on fait. Les demandes d'évolution sur les conditions de travail sont assez demandées. Donc, c'est vraiment un focus à faire. Et après, il y a les facteurs de motivation qui vont être l'accomplissement, le statut, l'évolution de carrière, les réussites aussi personnelles des collaborateurs, donc également la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça passe par plein de moyens, notamment de dire merci aux collaborateurs, lors notamment des points mensuels dont on parlait tout à l'heure. Donc, tous ces éléments-là, c'est important vraiment de se pencher dessus et de les mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler du syndrome du baby-foot? C'est un contresens qu'on voit Oui. beaucoup. Oui, c'est vrai. J'aime bien parler du syndrome du baby-foot.
En fait, on va se dire, je vais mettre du bien-être dans mon cabinet. J'achète un baby-foot que je mets en plein milieu du cabinet. Comme ça, tout le monde va être heureux et on va voir que je suis un cabinet hyper innovant. En fait, ça ne marche pas. Je dis pas qu'il faut pas mettre de baby-foot. Si votre équipe adore jouer au baby-foot et qu'ils ont le temps de le faire le midi, qu'ils ont envie d'en faire, dans ce cas, il faut en mettre un. Mais peut-être que d'acheter des bonnes chaises où on est bien assis ou d'avoir un double écran était en fait l'investissement à faire avant ça, en fonction des besoins de votre équipe. Donc là, encore une fois, c'est une question d'écoute et de solliciter l'équipe avant de mettre en place certaines actions. S'il y a une priorité à donner, c'est déjà s'assurer qu'on a coché toutes les cases de gauche avant de se mettre à travailler. Enfin, on peut faire les deux en même temps, Ouais, mais faut faire les deux. s'assurer qu'il y ait celui de gauche qui soit bien coché. Ok. Oui, exactement. Équilibre vie pro, vie perso, c'est des histoires d'heures supplémentaires. Souvent, des experts comptables, plutôt de notre génération, Philippe, nous disent moi, la période fiscale, je termine à 21h et j'y passe tous mes samedis, donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde s'en fout de ce que je dis, c'est ça? Je regarde la montre. On regarde l'heure je et sais, on se dit que là, il est la demi. On a commencé avec 3 minutes de retard, mais on va terminer parce que c'est les Si on peut derniers faire le slides. principe de subsidiarité en une minute. Ah oui, ou d'accord. Parce que là, j'ai pas d'autres questions en attente, donc on peut le traiter. La slide d'après, c'est aussi un facteur de. Voilà. Alors de déjà, satisfaction. parmi les moyens qui permettent d'éviter d'être dans le cœur de la pénurie des collaborateurs, il faut arrêter de recruter les mauvais collaborateurs. Quand je dis les mauvais collaborateurs, c'est-à-dire chercher quelqu'un qui sait faire le top, top, top et à qui on va filer de la saisie jusqu'à top, top, top. En fait, le principe de la subsidiarité, donc ce qu'on appelle la subsidiarisation, c'est le fait de confier les tâches à la bonne personne à chaque fois. C'est-à-dire, concrètement, on donne à un collaborateur qui ne sait pas faire de tenue des travaux qui ne nécessitent pas des compétences de tenue. Et la personne qui sait faire des tableaux de bord, des entretiens avec les clients, etc., on lui donne essentiellement des tableaux de bord et des entretiens. Et donc, au lieu que ce soit un découpage vertical des postes, c'est-à-dire on a un collaborateur qui fait de A à Z sur 50 dossiers, eh bien, ce n'est pas ça du tout. On va avoir un découpage horizontal. On va avoir une catégorie de collaborateurs qui va faire la collecte, la saisie, etc., jusqu'au lettrage. Puis, on aura des collaborateurs qui vont faire une petite révision, voire finaliser les bilans des petits dossiers. Puis, on a des collaborateurs qui, eux, vont être capables de récupérer des dossiers plus importants, qui ne feront pas de tenue, qui ne feront pas de saisie, qui ne feront pas de TVA, qui feront de la révision de dossiers un peu plus importants, de l'encadrement, de la relation client et du tableau de bord. Et en fait, en faisant ça, on n'a que des effets positifs. Alors, il y a un frein majeur, clairement, c'est l'expert comptable, qui lui dit, quelle que soit la situation, mais ça, les clients voudront jamais. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais une fois que l'expert comptable fait l'effort d'essayer, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un atelier de la transformation là-dessus, où on avait fait venir un expert comptable, je ne sais pas si tu te souviens, qui nous avait expliqué qu'il avait embauché une cariste qui venait de Amazon, qui n'avait jamais fait une heure de comptabilité et qui, depuis des mois, gérait la saisie de comptabilité, la récupération des PS, le data controller, et dans l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire que les DCG et les DSCG ne faisaient plus de tenue. Moi, j'ai mis en place ça dans d'autres cabinets, ça marche super bien. Par contre, il faut de manière très claire définir le poste de chacun et s'organiser pour que ça fonctionne bien, organiser un dialogue entre les gens qui travaillent sur un même dossier, mais ça permet aussi, au lieu de recruter des DSCG pour faire un tiers ou 50% de leur temps à des tâches qui ne relèvent pas du tout de leur niveau, ça permet d'avoir des gens qui n'ont pas ce niveau, donc qui n'ont pas ce salaire. Et en plus, il n'y a pas cette pénurie sur ces postes-là, parce que quand vous recrutez des gens qui n'ont pas fait une heure de comptabilité ou qui ont un niveau assez faible, ou des débutants dont tu parlais, ou des gens en reconversion qui sont des gens extraordinaires en cabinet, qui ont une valeur ajoutée colossale, que peu de cabinets veulent embaucher, alors qu'honnêtement, ils ont exactement leur place si on fait juste l'effort de repenser les process de production. Et croyez-moi, si l'expert comptable accepte de faire l'effort, ça se passe extrêmement bien dans les cabinets après. Je n'ai que des bonnes expériences. Merci beaucoup. Je crois que c'est un de tes credos, d'ailleurs, les profils en reconversion. Oui, mais en tout cas, je vois tous ces profils en reconversion qui sont pour beaucoup super. Et de l'autre côté, les cabinets qui ne veulent pas forcément sauter le pas parce que je comprends que c'est délicat. En tout cas, si on met en place tout ce que tu dis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et même, tu l'as prouvé, ça marche très bien. Autre exemple,
J'entends dans les cabinets parfois qu'on n'embauche pas des gens qui ont 50 ans et plus. Alors en plus, au-delà du fait que ce n'est pas légal, c'est une connerie monumentale. Parce qu'un collaborateur qui a 22 ans qui rentre dans un cabinet, sa durée de vie dans le cabinet, elle est de quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans maxi. Quelqu'un qui a 50 ans, à qui on donne une vraie place, à qui on donne une légitimité, à qui on propose un plan de carrière, parce que maintenant, à 50 ans, on a encore au moins 10-15 ans à travailler, il sera beaucoup plus fidèle, beaucoup plus agile, beaucoup plus prêt à se bouger que quelqu'un qui a 22 ans et qui a envie de faire plein d'expériences au début. Parfait. On arrive au terme de cet atelier. Je pense qu'on a vu beaucoup de sujets et qui nécessiteraient peut-être encore d'autres développements, ce qu'on ne manquera pas de faire. À la fois des sujets liés à la transformation numérique, mais pas que. J'espère que vous sortez de là avec des clés concrètes pour vous aider à avancer la transformation numérique et humaine au sein de votre cabinet. Juste un mot, il y a aussi un parcours Profession Comptable 2030 sur le management des collaborateurs et qui est exactement tout ce qu'on s'est dit là. Donc, n'hésitez pas, c'est ouvert aux collaborateurs. Et si vous êtes expert comptable, que vous êtes manager d'une équipe, même de 3 ou 4, que vous ne soyez pas collaborateur, que vous soyez expert comptable ou pas, vous pouvez y aller et ça marche super bien. Il y a un premier groupe qui s'est tenu la semaine dernière. On a des fiches d'évaluation extraordinaires à Sup Expertise. Virginie, est-ce que toi, tu veux conclure ou annoncer les prochains? Tu veux que je fasse comme tu préfères? Alors, je vais simplement vous remercier d'être présents et nombreux, comme d'habitude, pour cette saison 3 des parcours de la transformation. Je vais te laisser lancer le prochain sujet. Mais si vous voulez que nous abordions des sujets plus précis, merci de nous le dire. Alors, ceux qui sont présents avec nous, donc j'ai compris peut-être que les fiches de temps, la saisie des temps, la gestion par les temps pourrait être intéressant. Et ceux qui sont à distance, merci de nous envoyer un petit message. Ces événements sont toujours en mixte et on les garde en mixte. Peu d'experts comptables viennent, vous êtes toujours entre 5 et 10, mais on le fait exprès, comme ça, on peut se connaître et on peut échanger. Et en plus, il y a un petit déjeuner avec des croissants et des pains au chocolat. Et voilà, tous ceux à distance, vous loupez le délicieux café, les chouquettes, les croissants, etc. et le jus d'orange pressé frais. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc effectivement, dans quelques secondes, simplement pour vous rappeler la date du prochain atelier, 9 janvier 2024, qui se tiendra à la même heure, donc 9h, 10h30. Le sujet, ça sera l'automatisation au service d'une période fiscale sereine, puisqu'en ce début d'année, c'est un petit peu l'objectif, que ça se passe bien pour la période fiscale 2024. N'hésitez pas déjà à bloquer ce créneau sur vos agendas et à vous inscrire à la webconf. Et là, vous recevrez bien sûr le replay. Il y a la question qui avait été posée, lien vers le replay, support, tout ça vous sera envoyé. Voilà, écoutez, vous aurez aussi dans le support, je prends juste quelques secondes, sinon je vais me faire taper sur les doigts juste après la webconf. Vous donnez le calendrier des prochains événements. Voilà, que dire, je vais peut-être pas tous les lister parce que ça va être un peu Moi, j'avais long, envie peut-être d'insister sur l'exposition Jacques Prévert. En ce moment, à l'Ordre, on a une super exposition Jacques Prévert avec des œuvres de Jacques Prévert, puisqu'il a dessiné en fait tous les jours de sa vie des éphémérides, une fleur, et avec ses différents rendez-vous. Et le 12 décembre, je vous invite à venir partager cette visite privée guidée de cette magnifique exposition. Donc, ça change un petit peu lors des experts comptables quand nous nous occupons d'art. Merci beaucoup. Merci Virginie. Merci Julien. Merci Audrey. Merci Audrey. Merci beaucoup. Philippe. Merci à tous. Et à bientôt pour un prochain atelier. Merci beaucoup.